Il est 20h à Conakry. Bonsoir à tous. Bienvenue aux 20h d'Espace TV. Voici les titres qui concentrent l'actualité de ce mardi. Les inspecteurs généraux d'État montent au créneau et dénoncent le manque d'attention des autorités face à leurs conditions de vie et de travail. Pour se faire entendre, ils décident de ne pas rejoindre leur domicile et de rester dans les locaux de l'inspection générale d'État jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Vous entendrez leur porte-parole dans ce journal. Lutte contre le coronavirus, les gestes barrières ne sont plus respectés dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. C'est le cas de Mamou, la ville Carrefour, où les citoyens ont tendance à abandonner ces mesures qui sauvent des vies. Reportage à suivre avec notre correspondant Alpha Mamoudou Bari. Enfin, le président burundais Pierre Nkurunziza est décédé ce lundi à l'âge de 55 ans des suites d'un arrêt cardiaque, a annoncé ce mardi la présidence burundaise. Dans un communiqué, un deuil national de 7 jours a été décrété. Pour le sommaire de ce journal, bienvenue à tous. À l'entame, le bulletin du Covid-19. À ce jour, la Guinée enregistre un cumul de cas confirmés estimé à 4216 contre 2918 cumuls de guéris. Le nombre de décès hospitaliers reste maintenu à 23 à travers le pays. Alors que la Guinée a dépassé la barre des 400 cas positifs de Covid-19, les gestes barrières sont abandonnés dans la plupart des villes de l'intérieur du pays. C'est le cas de la préfecture de Mamon, où les mesures sanitaires sont tout simplement foulées au sol par les citoyens. Le constat, c'est dans ce reportage signé de notre correspondant sur place, Alpha Mamoudou Bari. Depuis la levée du couvre-feu à l'intérieur du pays, la plupart des gestes barrières sont foulés au sol dans la ville de Mamou, cela en dépit de la vitesse de propagation de la pandémie de coronavirus. Pour toucher du doigt à la réalité, le maire de la commune urbaine a fait une descente ce matin dans certains endroits de la ville. Voici sa remarque. Nous avons vu au Grand Marché, une partie du Grand Marché, la rue commerciale, la route du Niger. On a visité le marché Hadjasonna, anciennement appelé Pepe-Kale. Nous avons visité le marché Tcheongol. Et nous avons constaté amèrement que ça ne va pas du point de vue respect des barrières sanitaires. La distanciation sociale, le lavage des mains ou le port obligatoire de masque, aucune de ces mesures n'est actuellement respectée à Mamou. Nous avons vu des kits, des seaux vides, complètement vides. Ils mettent devant la boutique pour dire qu'ils ont respecté les consignes. Les points où se trouvent regroupés des cadres fonctionnaires, censés de comprendre l'enjeu, là, ils sont là, épaule contre épaule, sans bavette, ils parlent, ils causent. Justement, auprès de certains citoyens, nous avons cherché à savoir pourquoi ces mesures ne sont plus respectées. Voici leur réponse. Pourquoi je ne porte pas de bavette? Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de risque actuellement à Mamou qui peut me permettre d'avoir. Et puis, je ne suis pas en contact avec les gens qui sont venus soit de Conakry ou bien d'ailleurs. Monsieur le Président a dit à l'intérieur, c'est fini, sauf Koya, Conakry et Dibreka. Parce qu'au début, il a dit, celui qui ne porte pas la bavette, 30 000. Maintenant, s'il dit qu'à l'intérieur, le couvre-feu est fini, c'est parce qu'il a vu que vers l'intérieur, c'est 0 cas de Covid. Donc, c'est fini. Nous, on souhaite même que la maladie la s'en aille maintenant. On en a assez. Les agents de sécurité sont là. Ils ont reçu les consignes de verbaliser à 30 000 toute personne qui n'a pas de masque. Ils sont là, ils voient, ils passent, et ça ne leur dit rien. Une situation qui ne contribue forcément pas à aider l'ANSS qui se fixe pour objectif de maîtriser la pandémie de Covid-19 en 60 jours. Sur le terrain, la lutte contre la Covid-19 continue. La chaîne de solidarité initiée par le groupe Adafo Média pour combattre le virus continue son programme de distribution de kits sanitaires en Guinée. Elle a procédé ce mardi à la distribution des médicaments et des lunettes de protection dans les hôpitaux des 5 communes de la capitale. On fait le point avec Ouminatou Sidibé et Mohamed Bangoura. C'est le centre hospitalier de la commune de Matoto qui a été servi en premier. Ici,
Le groupe Adafo Média a offert un carton de paracétamol en comprimé et injectable aux malades et des lunettes de protection contre le Covid-19 au personnel de santé. Selon le directeur général de la télévision d'Espace TV, ce programme a mobilisé plusieurs associations qui ont fait parler leur cœur. C'est un don qui nous a été donc offert par la société grossiste Dongol Touma Pharmasarn. C'est dans le cadre de la chaîne de solidarité que le groupe Adafo Média a initié. Et c'est donc cette chaîne de solidarité qui s'est étendue aujourd'hui dans les différents centres médicaux communaux. Nous avons été à Matoto, nous avons été à Matam et nous sommes à Ratoma. Nous avons offert donc à ces centres des dons composés de ces médicaments. Donc c'est pour dire merci aux donateurs, merci à tous ceux qui ont contribué à la chaîne de solidarité. Merci encore une fois au peuple de Guinée qui nous a fait confiance lorsque nous avons entamé cette initiative. C'est dans le but de participer à l'effort de guerre contre le Covid-19 que cette initiative a été prise. Un geste vivement salué par les personnels de santé des hôpitaux visités. Nous remercions la chaîne de solidarité Adafo Média qui ne ménage aucun effort. Nous vous voyons, l'effort que vous fournissez. Nous regardons la télé, nous suivons les nouvelles. Et au nom du chef de centre, au nom de la directrice communale, au nom du ministère de la Santé, nous nous engageons que ce don sera utilisé à bon escient et nous vous encourageons à continuer dans ce sens. Surtout, nous sommes là. Nous vous remercions et nous ferons le compte rendu à nos supérieurs. Ce don est estimé à une valeur de 18 millions de francs guinéens. Ce sont les centres de santé de Matam, de Matoto et de Ratoma qui ont bénéficié de ces médicaments. On en vient à cet élément annoncé au sommaire de ce journal. Grogne des inspecteurs généraux d'État. Dans une déclaration rendue publique ce lundi à Conakry, ces cadres de l'administration guinéenne dénoncent leurs conditions de vie et de travail qu'ils qualifient de précaires. Pour se faire entendre, ils menacent d'aller en grève et décident de ne pas rejoindre leur domicile et de rester dans les locaux de l'inspection générale d'État jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. On écoute à propos leur porte-parole. Il y a un peu plus de 3 mois, depuis le 17 février plus exactement, nous avons décidé de rester à la maison compte tenu des conditions décrites ci-haut. Depuis, rien n'a été fait dans le sens de l'amélioration de celle-ci. En cette période de crise sanitaire, notre situation financière s'est davantage détériorée. Certains d'entre nous ont accumulé plusieurs mois d'arriérés de loyer impayés, au point d'être menacés de déguerpissement. C'est ainsi que nous avons décidé, à compter de ce lundi 8 juin 2020, de ne pas rejoindre nos domiciles et de rester dans les locaux de l'IGE jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications qui se résument en 2 points. La signature et l'application de la grille salariale des IGE. La mise en application du décret D 2019, numéro 272, PRG-SGG, portant création et fonctionnement du fonds d'intervention de l'IGE du 1er octobre 2019, devant permettre d'offrir à l'institution un cadre propice de travail. Menace des inspecteurs généraux d'État qui dénoncent leurs conditions de vie et de travail. En bref et en images, les députés de la dernière législature se préparent à empocher leur prime de séparation. Les députés du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel empocheront la cagnotte de 150 millions de francs guinéens, alors que ceux issus des rangs de l'opposition toucheront 150 millions et 100 millions, soit un total de 250 millions de francs guinéens. Ces montants représentent 6 mois de salaire et d'indemnité. La brigade spéciale de protection des personnes vulnérables de la gendarmerie nationale vient de mettre aux arrêts 2 présumés violeurs de mineurs. Le premier cas de viol aurait été commis par un Nigérian sur 2 sœurs et le second présumé aurait abusé d'une fille de 2 ans. Les images d'Abdoulaye Kamara sont commentées par Idrissa Bari. Les 2 sœurs, âgées respectivement de 13 et 11 ans, auraient été victimes de viol. L'auteur, selon elle,
serait un ressortissant nigérian. Après des investigations, le présumé violeur a été interpellé par la gendarmerie. Et il voulait que je les touche. Il voulait que je couche avec eux, mais je n'ai pas accepté. Il voulait que je couche avec eux, mais je n'ai pas accepté. Jusqu'à l'autre, il vient monter, il vient m'embrasser. C'est là-bas que maintenant je l'ai touché avec ma mère. Je lui ai dit, vous êtes petit, vous n'avez qu'à rentrer chez vous. Selon le commandant de la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables de la gendarmerie nationale, le rapport du médecin légiste confirme des attouchements sur les 2 adolescentes. Le simple fait de déshabiller ces enfants-là, déjà, pour nous, officiers de police judiciaire, on suppose que l'infraction est constituée. Donc aujourd'hui, on a le rapport médico-légal confirme qu'il y a eu effectivement des attouchements. Pour la première ITT, ça fait 10 jours, pour l'autre, ça fait 15 jours. Donc aujourd'hui, ces éléments qu'on a sous la main nous permettent, n'est-ce pas, de présenter ce Nigérian devant monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance, où il va prendre la décision qu'il faut. Un autre cas de viol, c'est celui commis par un adolescent de 12 ans sur une fillette de 2 ans à Yimbaya. Le présumé auteur de cet acte a été mis aux arrêts par les agents de cette brigade. Et quand l'enfant a été raté, l'enfant était derrière la piste Faban. Là-bas, il a été retrouvé et automatiquement il a été déposé à notre niveau. Et je l'ai entendu et j'ai informé monsieur le procureur, tribunal pour enfants, et j'ai mené tous les actes nécessaires concernant cette enquête. Toutes les personnes ont été entendues et je pense qu'on est prêt aujourd'hui vraiment à aller déposer la procédure sur la table de monsieur le président du juge pour les enfants. Les cas de viol sont devenus récurrents dans le pays, en dépit des campagnes de sensibilisation menées par les différentes organisations de défense des droits de l'homme. Voilà des cas de viol qui deviennent monnaie courante en Guinée. Dans le reste de l'actualité, atelier de partage et de validation du rapport de stratégie globale de communication du projet Wiri Guinée. L'événement a eu lieu ce mardi à la primature. Il vise à doter un identifiant à l'ensemble des Guinéens et à ceux résidant dans le pays. Compte rendu de cette rencontre avec Abdoulaye Sadio Diallo, Alseni Kamara. La campagne intensive de sensibilisation. C'est le projet d'identification unique d'inclusion et d'intégration en Afrique de l'Ouest, Wiri Guinée. Ce mardi a eu lieu la rencontre sur le partage et la validation de son rapport de stratégie globale de communication. Ce projet a pour objectif de doter l'ensemble des résidents en Guinée, Guinéens comme étrangers, puis tous les Guinéens de l'extérieur, d'un numéro unique d'identification qui leur permettra d'accéder à tous les services offerts par l'État, mais aussi par le secteur privé. Le constat est qu'en Afrique de l'Ouest, plus de 500 millions de personnes, en Afrique subsaharienne, plus de 500 millions de personnes ne disposent pas d'une pièce d'identité suffisamment fiable pour leur permettre d'accéder aux différents services. Donc en Guinée, près de la moitié de la population adulte également ne dispose pas d'un tel identifiant. Donc, la grille d'évaluation de la cible nous a permis d'hiérarchiser la cible. C'est Stéphane qui a procédé à la présentation du rapport. Il pense que cette stratégie facilitera la suite du programme. C'est un projet très ambitieux, novateur, et on ne peut qu'être content d'associer notre expertise pour la bonne marche de cela. C'est dans ce sens, effectivement, que nous avons, à l'issue de l'analyse de l'environnement, en tenant compte d'un certain nombre de facteurs, nous avons proposé une stratégie qui permettra au projet de dérouler ses activités afin que l'opération de recensement et d'identification des populations en Guinée soit un succès. C'est un pas important qui vient d'être franchi, rajoute ce spécialiste en communication. Avec ce document, nous pourrons aisément décliner toutes les activités de communication du projet de façon efficace et efficiente dans le cadre de l'atteinte des objectifs du projet au niveau de la communication. Placé sous tutelle de la primature, ce projet est en parfait arrimage avec celui du plan national de développement économique. Il sera d'un apport considérable aux politiques publiques.
soutient le représentant du Premier ministre à la rencontre. Au nom donc du Premier ministre, je voudrais saluer le travail qui a été réalisé à cet effet et vous rassurer de son plein soutien à cette initiative dont il espère que ce projet prendra, c'est-à-dire le plein envol souhaité pour le bonheur de nos politiques publiques. Initié par le gouvernement guinéen, le programme d'identification unique d'inclusion et d'intégration en Afrique de l'Ouest Wouri-Guinée est financé par la Banque mondiale à hauteur de 49,7 millions de dollars américains. On poursuit ce journal. La reprise des activités de rénovation des principaux axes routiers de la capitale, c'est une initiative du ministère des Travaux publics. Objectif, faciliter la fluidité de la circulation routière. Cependant, ces activités reprennent à un moment où les grandes pluies refont surface. Les spécialistes des questions routières évoquent des menaces que ces eaux peuvent avoir sur l'exécution des travaux. Justin Leno, Abdoulaye Kamara. Sur le tronçon Matoto-Sangoya et autres de la capitale, c'est la reprise des embouteillages. Les travaux de rénovation des axes routiers sont relancés alors que les grandes pluies pointent à l'horizon. Balamoussa Konaté, ingénieur, évoque des menaces des eaux de pluie sur ces travaux routiers. L'eau tout court constitue franchement un élément très nuisible à la route lorsque il s'agit des eaux ravageuses. Sinon, nous travaillons avec l'eau pour faire le compactage, pour faire le mélange de béton, pour faire plein d'autres travaux. Mais par rapport à la nocivité de l'eau, nous avons des essais de laboratoire pour juger de la qualité de certains types de sols par rapport à leur résistance face à l'eau à un certain niveau. Mais quelles que soient les conditions, c'est pendant la saison de pluie que la route présente son plus mauvais visage. Ces spécialistes poursuivent que la saison des pluies n'est pas le moment propice pour la rénovation ou encore la construction d'une infrastructure routière. Deuxième quinzaine du mois de juillet jusqu'en septembre ne sont pas des moments très bien indiqués, mais le contrat entre le ministère des Travaux publics et les usagers de la route, c'est de tout faire pour que la route soit au moins praticable. Intervenir pour rendre la route au moins praticable, je pense qu'il ne faut pas confondre ça à, franchement, la remise en bon état de la route. Quand vous faites des travaux juste pour permettre la praticabilité pendant la saison pluvieuse, en bonne saison, il faudrait intervenir pour franchement faire un travail conséquent. Balamoussa Konaté recommande d'éviter la construction des maisons sur le passage de l'eau et procéder au curage des caniveaux. Il faudrait que vraiment la délimitation de la clôture par rapport aux bornes soit respectée. Il y en a qui prennent tout, ils prennent même à la limite de leur bordure et de leur borne, laissant rien comme marge de recul par rapport à la voie publique. Il faudrait que ceux-là qui ont une formation spécialisée en matière d'aménagement du territoire puissent non seulement sensibiliser les populations, mais surtout suivre partout où il y a construction. La construction des infrastructures routières est une préoccupation majeure du ministère guinéen des Travaux publics. Cependant, la durée de vie des routes guinéennes reste encore un défi à relever. Entrepreneuriat jeune, certains conducteurs de mototaxi ont pris l'initiative de mettre en place une école informelle de formation en conduite de moto. Les séances de formation se tiennent sur le terrain de football de Dixin Bora. Malika Sandiana Kamara a fait un tour. Suivez son reportage. Soufiane est conducteur de mototaxi depuis plus de 5 ans. Avec une longue expérience dans la conduite, il s'est lancé dans la formation informelle sur ce terrain de football à Dixin Bora, non loin de l'autoroute Fidel Castro. Pour quelqu'un qui n'a jamais conduit, on te montre d'abord comment démarrer, comment bouger pour faire le départ. Après ça, on ne te laisse pas directement de sortir dans les circulations. On te donne de bonnes notions avant de sortir. Les cours sur le code de la route, les qualités d'un bon conducteur sont enseignées de façon verbale par le moniteur. L'accélérateur, pour le montrer, c'est ça qui l'envoie la moto. Et le deuxième qualité, c'est l'embrayage. C'est ça, on prend la première qualité et maintenant le vitesse. C'est par là qu'on dévie. Cette théorie est directement liée à la pratique. Cet apprenti
est encore à son début. Pour lui, apprendre à conduire la moto à Conakry est un grand soulagement. La mondialisation, il y a de ces choses qu'il faut apprendre. Par exemple, pour se déplacer, ce n'est pas facile. Avec les transports, tout ça, là, c'est trop coûteux. Et j'ai jugé nécessaire d'apprendre la moto pour me déplacer facilement, quoi. En plus de la formation offerte, ces jeunes mettent également leurs engins à location pour faire le tour du stade avec un tarif bien établi. Si c'est pour aller dans notre terrain, aller comme retour, on fait ça une seule à 1000 francs, une tour. Bon, avant on gagnait au moins 150, 100 000. Maintenant, si tu as trop, c'est 80 000, 70 000. Quand même, ça ne va. Actuellement, l'activité est au ralenti à cause de la conjoncture, déplorent ces jeunes. Direction l'intérieur du pays, la carbonisation prend de l'ampleur dans la sous-préfecture de Koleya-Mouni. Cette dégradation à outrance ne reste pas sans conséquence sur l'environnement. Les gardes forestiers, eux, passent à l'offensive pour sauver l'écosystème de cette commune rurale située à 32 km de la préfecture de Bofa. Fodé Omar Kamara, Salifou Lifo Sissé nous signe ce reportage. La commune rurale de Koleya-Lambagni est l'une des collectivités de la préfecture de Bofa. Aujourd'hui, la carbonisation est l'une des priorités des citoyens de cette localité pour subvenir à leurs besoins. Le service en charge de la protection de l'environnement a du mal à freiner l'élan des acteurs concernés. De 2013 jusqu'à nos jours, nous sommes venus déjà, il y avait la carbonisation sur le terrain. Il y avait la coupe abusive sur le terrain. Donc, quand nous sommes venus, on a essayé de freiner. Mais vous savez comment freiner, c'est que pour freiner tout ça, là, c'est un peu difficile. Parce que celui qui est habitué à une situation, on le dit maintenant, arrête, c'est pas facile. Quand nous sommes venus, on était confrontés à beaucoup de problèmes. L'intervention de l'État pour renverser la tendance est le souhait des autorités locales de cette commune rurale. Franchement, nous-mêmes, nous voyons la sortie des camions avec beaucoup de charbon. Et nous demandons à ce que l'État nous vienne en aide parce qu'il y a maintenant les conservateurs de la nature qui sont là, qui sont mutés au sein de toutes les sous-préfectures. Nous avons également le chef cantonnement qui est maintenant ici. Mais si l'État ne nous renforce pas pour diminuer un peu la carbonisation, franchement, c'est un peu difficile. Pour assurer le développement de cette localité, les autorités locales ont réalisé plusieurs édifices de base sur fonds propres de la commune rurale. Les édifices réalisés sur fonds propres par la commune rurale de Koleya, si je prends l'exemple sur la maison des jeunes. La maison des jeunes, il y a un fonds propre de 30% que la commune a donné et les 70% ont été donnés par la Charente-Maritime. Ce centre culturel aujourd'hui est fonctionnel. À travers toujours les fonds propres, vous avez la sous-préfecture qui est en rénovation. La carbonisation reste et demeure l'activité principale des jeunes et des femmes de la presque totalité des collectivités de Bofa. Une activité qui contribue aussi à la dégradation de l'environnement. Un important lot de kits sanitaires a été mis à la disposition des villes de Fria et Bofa. Ce dont est à l'initiative de la société minière Kimbo s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus dans le pays. C'est une première étape d'une série de donations selon Sedouba Bangoura, le directeur général de l'entreprise donatrice. Mohamed Damaro Kamara commente les images d'Alseni Kamara. La société Kimbo en ordre de bataille contre le Covid-19. À la tête de l'entreprise minière, Sedouba Bangoura, ancien footballeur du AFIA 77, aujourd'hui reconverti dans les affaires, a décidé d'apporter lui aussi sa contribution à la riposte contre le virus mortel. Avec mes partenaires KCP, Yanga, Top et Zibo, on a jugé nécessaire à travers le ministère des Mines, sous le couvert de l'ANSS, pour qu'on puisse vous apporter notre contribution pour cette maladie qui sévit en Guinée. Fria et Bofa ont reçu les premiers dons
Les autorités administratives et religieuses des deux villes mesurent la portée du geste et expriment leur profonde gratitude aux donateurs. Nous avons connu le coronavirus et nous sommes en train de lutter contre cette pandémie dans notre préfecture. Je remercie très sincèrement M. Siadouba Bangoura, le directeur général de Kimbo SA, qui a eu l'initiative, l'amabilité de doter tout Fria des masques de protection pour protéger cette paisible population. Je tente cette occasion de remercier cette société Bokchet Kimbo, de remercier l'État aussi guinéen, de demander à Allah, le grand défenseur, le grand savant, le grand docteur, afin qu'il vienne au secours de la population de la Guinée, et enfin que le grand commerçant, le grand savant, le grand juge, Dieu que je parle, qui vient au secours de cette société. Ce sont au total 60 000 masques et 80 thermoflash, entre autres, qui ont été offerts aux populations. La commune urbaine de Fria et la sous-préfecture de Tormelin, leur stock est déjà là, c'est derrière nous. Et nous allons partir dans les deux autres collectivités, Baguiné et Banguigny. La remise se fera à Baguiné. Là-bas, les autorités et la population nous attendent, on arrive pour ça. La société Kimbo et ses partenaires chinois n'en seraient pas leur première. Les communautés qui les accueillent témoignent de leur bienveillance. C'est une partie remise. Une autre donation est attendue prochainement. 33 groupements de jeunes et femmes de Kamfarandé viennent de bénéficier des équipements. Ces matériels s'inscrivent dans le cadre de la réalisation des projets du Fonds de développement économique local FODEL. C'est le comité exécutif pour la gestion du FODEL qui a présidé la cérémonie de remise de cette ville historique de Victoria. Reportage Fatoumata Bailaouba, Salifoulifo Sissé. Ces groupements de jeunes et de femmes de Kamfarandé qui ont bénéficié de ce financement évoluent dans l'extraction de l'eau rouge, l'agriculture, la pêche, le maraîchage et la saliculture. Cette initiative présidentielle vise à appuyer les jeunes et les femmes dans la réalisation des activités génératrices de revenus. Mon remerciement commence par le président de la République, de vouloir penser à la collectivité, de se gérer eux-mêmes. Le fonds FODEL, c'est un fonds revolving, mais c'est un fonds qui est venu pour aider la collectivité. Mais pour Kamfarandé, on est dans la joie aujourd'hui. On est dans la joie sans finir parce que ma collectivité se retrouve dans la richesse. Parce que quand il y a le matériel et tu es courageux de travailler, tu vas dire que je suis riche. Chez les bénéficiaires, ces matériels viennent mettre fin des difficultés auxquelles ces groupements d'intérêt économique sont confrontés. Avant, on pilait les noix du palmier dans les mortiers pour obtenir l'huile rouge. Mais maintenant, nous avons eu la machine et nous sommes très contents. On ne peut pas pêcher avec la main, sauf avec le moteur. Si aujourd'hui, le gouvernement a décidé de nous offrir un moteur, nous ne pouvons qu'il le remercier. Le maire Abdoulaye Kaba estime que ces matériels obtenus par ces groupements de jeunes et de femmes de Kamfarandé pourront les permettre de matérialiser la volonté du chef de l'État guinéen. La somme de FODEL que Kamfarandé a eue, c'est 2 milliards 900 millions 455 320. Pour le projet de jeunes et femmes, c'est 40%. 20% qui a donné une somme de 1 milliard 140 millions 230. C'est ce qu'on a investi dans leurs projets jeunes et femmes. Kamfarandé, autrefois rangé dans les oubliettes, reprend peu à peu son élan vers le développement. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité sur le plan national. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 20h. Et justement, l'actualité africaine reste dominée par le Burundi. Le gouvernement du Burundi vient d'annoncer ce mardi 9 juin dans un communiqué le décès inopiné du président Pierre Nkurunziza, que vous voyez sur cette image, qui était hospitalisé depuis samedi après un malaise.
Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, est décédé ce lundi donc officiellement des suites d'un arrêt cardiaque, annoncent les autorités qui ont décrété un deuil national de 7 jours. En République démocratique du Congo, la police empêche l'accès au grand marché de Kinshasa et réprime les manifestations des commerçants. Ces derniers sont exaspérés par les pertes de bénéfices depuis la fermeture du grand marché il y a 2 mois pour lutter contre la propagation du coronavirus. Suivez. Ces commerçants sous-informés se sont dit de faire irruption de force au sein du grand marché et normalement, comme d'habitude, la police doit assurer le site. Déjà depuis quelques jours, il y a eu l'intoxication au sein de la population, comme quoi le grand marché qui est fermé pour cause de confinement est en train d'être détruit, leurs marchandises en train de partir s'envoler en fumée, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Merci de nous regarder à Kouroussa, Koya ou encore Dabola. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour d'autres infos. D'ici là, passez une excellente soirée en compagnie des programmes d'Espace TV.